Este un parteneriat în care Casa Corpului Didactic este partener sub coordonarea Asociației Culturale Europene din Vaslui, alături de alți parteneri din Polonia, Portugalia, Italia, Turcia și Croația. Da. Am deosebită plăcere să vă prezint pe doamna director a Casei Corpului Didactic, Lăcăneara Secaru, pe domnul profesor Alexandru Muță, profesor de limbă franceză de la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Vaslui, manager al Asociației Culturale Europene, de altfel coordonatorul internațional al proiectului nostru și, în ultimul rând, pe invitatul nostru special, și anume pe domnul profesor Robert Masar, de la Haute École Provinciale du Mur, care astăzi vă va spune câteva cuvinte în cadrul conferinței internaționale, respectiv de marș contemporan la didactică. Am plăcerea de a da domnului director cuvântul pentru început. În primul rând, această invitația noastră, acest simpozion, în care este o conferință internațională, în care avem ca invitați în parteneriat cu Asociația Culturală Europeană Vaslui, Asociația Română a Profesorilor de Franceză Vaslui, Asociația Română a Profesorilor de Franceză și, în Casa Corpului Didactic Neamț. Mulțumim invitațiilor, domnul profesor, știu exact de domnul profesor Muță Alexandru, de la Asociația Culturală Europeană Vaslui, doamnă profesor de la conferințe internaționale și tuturor participanții care mai sunt și pe clasă și dumneavoastră ați binevoit și ați avut plăcerea să participați la acest vernisaj, la acest simpozion internațional. În primul rând, misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova reforma și în educație, viziunea Casei Corpului Didactic și a calității procesului instructiv educativ. Noi ne ocupăm cu formarea personalului didactic, a personalul la funcții de conducere, a profesorilor debutanți, am generat profesori care în text de dezvoltare profesională în carieră. Mulțumim domnilor profesori care au dorit acest parteneriat, celor domnul profesor din Vaslui și domnul profesor care face parte din această asociație europeană în franceză. Și ținem să răspundem la toate domnul profesor Alexandru Muță, domnul coordonator internațional al proiectului, în cadrul căruia astăzi desfășurăm conferința internațională. Vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte. Bună ziua, din politețe am să vă cer permisiunea să-mi susțin micul meu discurs în limba franceză, deoarece
este și invitatul nostru azi aici prezent. Alors, je vais vous adresser mon petit mot en français, par politesse, parce que aujourd'hui nous avons ici notre invité d'honneur, qui est un professeur très cher à la Roumanie et en même temps à la didactique du FLE, vous allez voir, et qui a fait que les relations entre l'association roumaine des professeurs de français et l'association belge des professeurs de français existent et se solidifient pendant les 20 dernières années. Moi, personnellement, en tant que coordinateur du projet, je suis ici aussi comme coordinateur du projet NELPAE, un projet dans lequel Casa Copii Didactic NERTS est notre partenaire. Et nous sommes dans ce partenariat européen, nous avons inventé une nouvelle manière d'enseigner les langues à l'aide d'une plateforme autrement construite que les autres plateformes dont vous avez probablement entendu parler. Vous allez voir dans le futur proche qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que nous avons déjà lancé l'application et maintenant on est dans une étape préliminaire de l'attestation, de la certification de nos cours de langue auprès des ministères de l'éducation de nos pays. Par exemple, ici nous avons déjà fait la documentation pour que nos cours soient attestés auprès du ministère même de l'Éducation. C'est ça le partenariat NELPAE. Il y a un consortium qui fonctionne à l'intérieur de ce partenariat et qui est formé par les inspectorats scolaires départementaux de Vaslui et de Nantes. Et on est ici aussi, et bien sûr, les associations des professeurs de français, les filiales du département de Vaslui et du département de Nantes. Et on est ici grâce à ça. Conférence internationale, bien sûr. Et je n'insisterai pas avec mon discours, mais je donne la parole à notre professeur. Merci, monsieur Nitsa. Eh bien, bonjour, chers collègues, mesdames, messieurs, parce qu'il y en a deux, je crois. Et bon, je ne dois plus me présenter puisque ça a été fait, puis c'est écrit là, c'est devant vous. Voilà, mon nom est Robert Massard, et c'est vrai que, comme a dit Alexandre Nitsa, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la première fois que je suis en Roumanie, n'est-ce pas? Ça fait presque 20 ans que je viens chaque année, mais c'est la première fois dans cette ville de Piatra-Neamț. Ça, c'est une nouveauté pour moi. Alors je voulais, dans un tout premier temps et rapidement, vous présenter quelques petites choses plutôt concrètes qui dépendent des relations donc, qui existent depuis plus de 20 ans entre l'association roumaine ARPF, comme vous dites, ou ARPF, comme nous disons, l'association roumaine des professeurs de français, qui a fêté ses 20 ans il y a 2 ans à peu près, et l'association belge des professeurs de français. Il existe un accord bilatéral reconnu officiellement par les 2 gouvernements des 2 pays. C'est dans notre association, c'est jusqu'à ce jour le seul. Nous avons des relations internationales avec d'autres collègues d'autres pays, mais officiellement, il n'y a pour le moment qu'un seul accord qui a été reconnu par les 2 gouvernements, donc un accord intergouvernemental, c'est le nôtre, donc entre la Roumanie et la Belgique francophone, je dis bien, la communauté ou la fédération Wallonie-Bruxelles, comme on l'appelle depuis peu, dont la fête officielle était hier.
le 27 septembre. Et il existe d'ailleurs, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aussi vous adresser à la délégation de la Belgique francophone, la délégation de la Wallonie-Bruxelles, qui se trouve à Bucarest, rattaché au Voivoda. Et vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet. Et ils peuvent, le délégué actuel qui est nouveau, qui vient d'arriver depuis le mois de septembre, mais parce qu'ils sont remplacés pour les 3 ou 4 ans, se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, une demande par lieu. Et je vais quand même m'asseoir, me lever de temps en temps, j'aurais voulu tout faire. Et donc, ces relations font que nous avons surtout 2 activités principales. Il y en a d'autres, mais je les dirai si j'ai encore un peu de temps. Mais des choses qui peuvent vous intéresser en tant que professeur de français, vous-même et vos élèves, vos étudiants. C'est tout d'abord un petit concours, je dis petit parce qu'il n'est pas récompensé par des prix, par des fortunes en euros. Et la Belgique francophone est une petite communauté de 4,5 millions d'habitants. Nous avons des moyens, mais vous savez, pour la culture, les moyens sont toujours très moyens, justement, et de plus en plus diminués. Mais on essaie de faire ce qu'on peut pour survivre. Et donc, un petit concours dont certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler, parce que je le sais, petit concours qui s'appelle Belgique romane. C'est un nom un peu bizarre parce qu'on pense à l'art roman, mais ce n'est pas ça du tout, c'est les langues. C'est la Belgique et la Roumanie. On a essayé de mêler les deux dans ce nom. La Belgique et la Roumanie, les langues romanes. Ce concours a lieu tous les 2 ans. Il concerne les élèves qui apprennent le français et il concerne évidemment leurs professeurs de français. Ils doivent essayer d'entraîner les élèves à y participer. Il existe depuis de nombreuses années, depuis le début à peu près, depuis plus de 15 ans en tout cas. Il se fait à peu près chaque année. Le prochain lancement va se faire très bientôt, le mois prochain, je pense, ou en automne, fin octobre, début novembre. Mais le règlement, tout est déjà au point, tout peut déjà se trouver sur Internet, ou si vous allez voir le site, nous ne disons pas le site, nous disons bien le site, parce que le mot est français, le site sur Internet de notre association. J'ai ici 3 petites cartes, mais vous essaierez de vous les échanger. C'est ABPF, 3 fois ABPF, Association belge des professeurs de français, .be, Belgique. Vous allez taper ça, vous cherchez sur un moteur de recherche comme Google, et vous avez le site apparaît, vous aurez tous les renseignements et le règlement du concours qui va démarrer bientôt. Donc qui a lieu chaque année, et donc qui ne concerne que les élèves roumains, pas d'autres pays. C'est quelque chose entre nous, c'est en privé entre la Belgique francophone et les Roumains. Donc ce concours, vous verrez, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, chaque année le thème est différent. Il y en a qui ont eu un succès fou. L'année passée, il s'agissait de réaliser un clip vidéo sur un lieu préféré des jeunes dans leur ville, dans leur région, dans leur village, près de chez eux. Une autre année, c'était écrire un roman policier, pas tout un roman, mais le démarrage, le sujet, le résumé d'un roman policier, ou la structure d'un roman avec une énigme policière. Une autre année, il fallait inventer un fait divers dans un journal qui n'existe pas. Donc il fallait aussi inventer le journal, le nom du journal, etc. Une autre année, il y a beaucoup plus longtemps, il fallait inventer une aventure de Tintin en Roumanie. Il fallait faire la première page et le résumé de l'histoire, des personnages. Mais parfois, ce sont des sujets beaucoup plus académiques, qui touchent plus la langue française elle-même, mais c'est toujours en français. Il faut toujours parler ou écrire du français naturellement, et la qualité de la langue, l'orthographe sont valorisés tout autant que l'imagination. Il y a une série une ponctuation, si vous voulez, selon une série de critères. Nous sommes 3. Il y a d'abord un jury roumain, qui est le jury de la RPF, qui reçoit toutes les candidatures, enfin toutes les participations plutôt. En principe, le jury roumain opère une première sélection, et puis
cette première école est envoyée chez nous. Et nous, à 3, nous faisons une deuxième sélection parce que nous ne récompensons, que nous ne retenons qu'entre 12 et 15 candidats. 12 et 15 gagnants, on essaye de choisir vraiment les meilleurs. Et ces 12 à 15 gagnants reçoivent malheureusement seulement un diplôme. Il faut leur dire avant de commencer, parce qu'ils ne doivent pas s'attendre à gagner un voyage autour du monde ou des choses comme ça. Ils reçoivent un diplôme avec leur nom, le nom de leur classe ou le nom de leurs camarades, et c'est affiché comme vous le faites toujours dans les écoles, dans la classe ou dans le couloir. Et nous essayons toujours au minimum de récompenser spécialement 2 super gagnants, comme nous disons, 2, 3 ou 4, qui reçoivent alors un colis avec des petits cadeaux variés selon les possibilités de l'année. Hein, mais pas seulement des livres, hein, faut pas c'est bien les livres, mais il y a d'autres choses aussi, des petits bibelots, des petites choses qui peuvent les amuser. Mais je crois qu'il faut aussi, ça fait partie de l'éducation, vous le savez, c'est aussi de demander aux jeunes de faire des choses simplement pour la beauté de la chose, hein, pas seulement pour gagner quelque chose, pas seulement pour obtenir. Hein, on sait que dans l'Antiquité, les Grecs aux Jeux Olympiques recevaient seulement une couronne de laurier et pas du tout des milliards d'euros qui n'existaient pas. Tout le monde dirait ça. Et donc voilà, ça c'est une chose, vous aurez le règlement, de toute façon vous pouvez le trouver, et j'espère qu'il y aura un super gagnant d'ici, de cette ville, d'une de vos écoles. L'autre chose concerne rapidement, je le dis rapidement, les professeurs, pas les élèves du tout, bien que ça rejaillit finalement sur les élèves. C'est un stage de français langue étrangère, stage de FLE, qui se passe dans toutes les universités de la Belgique francophone. Nous en avons 3 principales, c'est Bruxelles, Liège et Louvain-la-Neuve, qui est la section francophone, qui est la plus grande des 3, la principale des 3 et la plus ancienne aussi. Ce stage de FLE dure 3 semaines en été, c'est-à-dire en général à la fin du mois de juillet jusqu'au 15 août. Il est ouvert évidemment à tous les professeurs de français ou qui veulent se perfectionner en français, mais dans notre accord, comme je vous ai dit, inter-associatif, il existe une possibilité qui a été développée tous les 2 ans, seulement tous les 2 ans. Mais la prochaine fois, ce sera l'été prochain, 2013. La fois passée, donc c'était en 2011. Nous, avec l'aide de notre ministère, nous offrons 2 stages gratuitement donc à 2 professeurs roumains, professeurs de français de Roumanie, membres de l'ARPF. Il faut être membre de l'association. Et quand je dis nous offrons, sauf le voyage doit être supporté par le candidat, par l'intéressé. Mais à partir du moment où vous mettez le pied en Belgique, vous êtes accueilli à l'aéroport et vous ne payez plus rien. Les 3 semaines sont donc complètement supportées par nous. L'inscription, les repas, l'hébergement, le matériel, les excursions qui ont lieu aussi. Donc tout ça est offert et ça fait partie du règlement de ce que nous avons décidé de faire. Maintenant, je vais quand même vous donner rapidement quelques petites conditions, peut-être un peu cruelles, mais il y a quelques critères de sélection. On préfère, puisqu'il n'y en a que 2 tous les 2 ans, c'est peu, on préfère que ce soit destiné à des professeurs qui sont plutôt débutants. Je ne vais pas dire tout jeune. D'abord, on peut être un professeur débutant et ne pas être jeune. Ça existe quelquefois. Donc, ce n'est pas une question vraiment d'âge, mais ça veut dire, de préférence, pas le professeur qui est
à la fin de sa carrière, qui a déjà tout fait, qui connaît tout, mais c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller participer, d'aller fréquenter des stages à l'étranger. Donc on va plutôt favoriser, s'il y a 4 candidats et qu'il y en a 3 qui ont déjà été, par exemple, celui qui serait déjà venu à un stage en Belgique doit renoncer. Là, il ne sera pas accepté. Nous préférons que ce soit quelqu'un qui vient pour la première fois en Belgique. Et surtout dans ce genre de stage. Je ne parle pas de voyage de tourisme, ça c'est de la vie privée, ça n'a rien à voir. Et alors, disons, la sélection se fait aussi d'abord par l'ARPF, par la présidence, je pense, je ne connais pas bien la vie intérieure. Ça se fait d'abord par l'ARPF. Il faut commencer par envoyer votre candidature, vous arranger avec votre association, votre secrétaire régional ou la présidente, actuellement c'est avant aussi, le président de l'ARPF à Bucarest. Et puis les choses transpirent et évoluent et finissent par arriver en Belgique. Les candidatures, les lettres de motivation et la sélection se fait. Et voilà. Si vous êtes intéressé, si vous pensez répondre aux critères, que vous êtes fort intéressé, ne commencez pas maintenant, mais je dirais, n'attendez pas trop tard. Juste après la nouvelle année, le mois de janvier, c'est le bon moment pour envoyer votre candidature, commencer une démarche. Parce que tout, en général, tout est décidé au mois de mai. Et aujourd'hui, le stage a lieu fin juillet jusqu'au début du mois, jusqu'à la moitié du mois, 3 semaines. Alors, une année sur 2, c'est à Liège, l'autre fois, c'est à Louvain-la-Neuve. À Bruxelles, non. Dans ce cadre-là, de nos relations entre les 2 associations, Bruxelles n'intervient pas. C'est à Louvain-la-Neuve, qui est tout près de Bruxelles, c'est à une demi-heure maximum en train, c'est dans la grande banlieue. Liège, évidemment, ça c'est une heure, c'est un peu plus loin, 1h10, car la Belgique étant très petite, 8 fois plus petite que la Hongrie, les distances sont très courtes et les transports sont très très rapides. Donc ce n'est pas un problème. Voilà, ça c'était des informations pratiques que je voulais vous donner, parce que peut-être vous n'avez pas encore entendu tout ça en détail. Par la bouche de quelqu'un qui venait de l'autre, donc de partenaire d'en face. Maintenant, je vois que j'ai le temps, je voudrais bien quand même vous présenter, j'avais préparé une petite conférence, conférence est un grand mot, hein, une petite communication plus didactique, à caractère plus didactique concernant le français langue étrangère. Je vais me permettre de vous la lire, mais je vais tâcher que ce ne soit pas monotone, hein, que ce soit quand même plutôt agréable à suivre, parce que je pense que c'est un sujet qui est... j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à d'autres professeurs étrangers, de français langue étrangère. Bien sûr, ils nous disent, quand ça a été terminé, ils ont dit oui, d'accord, c'est très intéressant, mais nous avons toujours trop peu d'heures avec nos élèves et vous verrez pourquoi je dis ça. Je ne vais pas déjà tout vous faire découvrir, vous verrez après. Mais je pense que malgré tout, le sujet peut être présent dans votre esprit quand vous donnez vos cours de français, surtout avec les élèves de terminale. Donc les élèves qui sont déjà bien au courant, qui se débrouillent bien en français, pas pour les petits qui commencent naturellement. Donc, quel français enseigner quand on est professeur de français langue étrangère? La pluralité linguistique est une notion bien connue aujourd'hui et qui fait partie des caractéristiques de toutes les grandes langues de diffusion, comme par exemple l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le portugais ou le français, pour ne citer que quelques-unes des principales langues de diffusion internationale. Le français, qui est aujourd'hui utilisé quotidiennement par près de 250 millions de personnes dans le monde entier, a donné naissance évidemment, à une importante diversité de manières de le parler.
En Amérique du Nord, tout le monde sait qu'il existe des canadianismes, ou des québécismes aussi. Au Québec, ce n'est pas la même chose. Les Québécois et les Canadiens français ont des différences dans l'usage de la langue française. Au niveau de l'accent, mais aussi du lexique, de la syntaxe, parfois un petit peu aussi. En Amérique centrale, on va citer les antillanismes, typiques du français parlé dans les Antilles, comme à la Martinique, à la Guadeloupe, en Haïti, ou les créolismes, qui sont des particularismes langagiers influencés par le parler des îles. En Afrique, au sud du Sahara, les pays d'Afrique noire produisent une profusion d'africanisme. Et bien sûr, en Europe, nous aurons des helvétismes en Suisse et des belgicismes en Belgique. Certains, les gens qui aiment bien chipoter, couper les cheveux en quatre, distinguent même en Belgique les flandricismes et les wallonismes. Donc, des façons de parler le français qui sont particulières aux francophones de Flandre, parce qu'en Flandre, il y a plusieurs centaines de milliers de gens dont le français est la vraie langue, la langue première, et en Wallonie, qui est la partie historiquement française de la Belgique. Je vous donne un exemple. Les Flamands qui parlent français vont dire ce livre, je l'ai besoin. Ils ne vont pas dire j'en ai besoin, parce que c'est un calque, c'est une tournure germanique. Avoir besoin de quelque chose, on dit en anglais ou en allemand. Voyez-vous. Or, ils sont influencés par l'environnement des langues germaniques. Donc, j'ai besoin de quelque chose. En français, on a besoin de quelque chose. Voilà, par exemple. Sans qu'il faille entrer dans des détails si pointus, on admettra qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire l'impasse à l'époque de la mondialisation sur ce phénomène, donc le phénomène de la diversité, de la pluralité des Français. Il n'y a pas un Français, il y a des langues françaises. Bien connaître le français, c'est aussi connaître sa diversité. La question se pose tout particulièrement à ceux comme vous qui enseignent la langue française à des étudiants dont ce n'est pas la langue. Faut-il donc leur apprendre toutes les variétés du français du monde, ou s'en tenir au français de la bonne société parisienne, comme disait autrefois mon professeur de français langue maternelle au lycée, disait « il faut apprendre à parler le français de la bonne société parisienne ». Pour enseigner une langue, il faut s'être mis d'accord préalablement sur une norme. Serait-il pensable en effet que chaque professeur de langue ou chaque auteur de manuel linguistique choisisse les variantes qu'il préfère? Il régnerait bien vite la plus grande des cacophonies, la langue perdrait son unité, se fragmenterait en une infinité de variantes, et par conséquent, plus personne ne verrait l'utilité d'une langue aussi disparate. À partir du XVIe siècle, historiquement, je pense que vous le savez, à partir du XVIe siècle, le français, surtout dans le but de remplacer le latin et de tenir lui-même le rôle d'instrument de culture, en France en tout cas, a commencé à se chercher une norme de référence. Les humanistes de la Renaissance ont écrit des ouvrages déterminants, comme la défense et l'illustration de la langue française de Joachim du Bellay. Ou un peu plus tard, au XVIIe siècle, les fameuses remarques sur la langue, un livre dans lequel Vaugelas, qui n'était pas un Parisien, qui était un provincial, aujourd'hui même il serait suisse, si la Suisse avait existé à l'époque, dans lequel Vaugelas s'était efforcé de codifier le bon usage qu'il définissait, le bon usage pour parler le français, il le définissait comme la façon de parler de la plus saine partie de la cour. Bien entendu, la création de l'Académie française en 1635 et le dictionnaire qu'elle a publié pour la première fois en 1694 ont couronné le tout et ont doté pour longtemps la langue française d'un arsenal de moyens qui allait assurer sa pureté et son unité, tout en privant peut-être aussi, ça il faut le dire quand même, c'est le côté négatif, tout en privant peut-être aussi le français d'une certaine souplesse de création par rapport à d'autres langues. Mais ça, c'est un autre débat.
Il n'y a pas encore très longtemps, les professeurs de français langue étrangère ne se posaient pas de questions sur la norme de français qu'ils étaient chargés d'enseigner. D'ailleurs, les méthodes et les manuels que l'on mettait à votre disposition décidaient pour eux, pour vous, pour eux. On apprenait aux étudiants le français standard, conforme au bon usage, point à la ligne. Ce bon usage étant lui-même l'émanation du bon usage, avec un D majuscule, la fameuse grammaire publiée par le professeur Maurice Grevis pour la première fois en 1936, qui est un Belge, Maurice Grevis, et qui a publié la grammaire qui est la plus répandue dans le monde francophone, le bon usage de la langue française. Si l'on n'osait plus prétendre qu'il fallait parler et écrire comme la plus saine partie de la cour, d'autant plus que la cour en France n'existait plus, certains professeurs affirmaient en revanche qu'il fallait s'efforcer de s'exprimer comme la bonne société parisienne, quand ce n'était pas comme les habitants de la Touraine, une province de France censée détenir les secrets du français le plus pur. C'est un cliché. Parce que vous allez en Touraine, allez dans une petite ville ou dans un village de Touraine, et parfois les gens ont un accent plutôt paysan, qui n'est pas du tout l'accent, disons, que l'on entend à la télévision française. Donc c'est un cliché qui s'est répété, comme tous les clichés, on le répète sans vérifier l'exactitude. À l'heure actuelle, et en pratique, qu'est-ce que cela signifie? Qui pourrait dire précisément ce que c'est que la bonne société parisienne et comment elle parle? Même à Neuilly, à Auteuil, à Passy ou dans le Marais, qui sont les quartiers les plus chics, les plus bourgeois du centre de Paris, ou dans le 7e arrondissement, la langue, comme la société, s'est métissée, s'est mélangée très fort. Les argots, le verlan des jeunes sont très présents. Et la prononciation est émaillée, par exemple, de finales parasites qui ne sont pas du tout du français à imiter, comme quand vous entendez surtout les jeunes femmes françaises dire bonjour à... ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut enseigner, de parler à vos élèves. Bonjour à... au revoir à... éviter ça. Je pense que tout le monde a entendu cette façon bizarre de parler aujourd'hui. Ce sont des dérives étranges. Est-ce vraiment là le modèle qu'il faut proposer aux étrangers qui souhaitent parler le français? Beaucoup n'hésiteront pas et vont répondre qu'il est normal d'enseigner aux étrangers la langue de la capitale, Paris. D'autant plus que Paris est toujours aujourd'hui la plus grande ville francophone du monde. Il n'y en a pas d'autres plus grandes, plus peuplées. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'anglais ou pour l'espagnol. Par exemple, Mexico, Buenos Aires sont des villes beaucoup plus peuplées que Madrid. L'argument n'est pas faux. Donc, comme je disais, comme Paris, dont la région, pas le centre de Paris, mais la région compte à peu près maintenant 11 millions d'habitants. L'argument n'est pas faux. Mais on pourrait rétorquer que si Paris est bien la plus grande ville de langue française, il y a aujourd'hui moins de francophones en France que dans l'ensemble du monde francophone. 66 millions de Français, si on comprend les départements d'outre-mer, et, je vous ai dit, environ 250 millions dans toute la francophonie. Pour l'anglais et pour l'espagnol, par exemple, les écoles et les méthodes de langue d'anglais et d'espagnol diffusent de plus en plus la variété linguistique des États-Unis, et plus celle de Cambridge ou d'Oxford. Pour l'espagnol, celle du Mexique, plutôt que le castillan que l'on parle à Valladolid, qui était autrefois considéré un peu comme la Touraine en France, la ville où on parlait l'espagnol le plus pur. Pourquoi dès lors ne pas faire la même chose avec le français? Enseigner la langue du Québec plutôt que celle de l'Île-de-France, en soulignant que c'est le français de l'Amérique du Nord, donc le français du dynamisme pragmatique, et que Montréal est après Paris la deuxième plus grande ville francophone au monde. C'est tout à fait authentique. Après cela, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On pourrait aussi invoquer que Bruxelles, étant le siège des principales institutions de l'Union européenne, il serait normal et dans l'intérêt des étudiants de leur enseigner le français tel qu'il se parle à Bruxelles. À Bruxelles, le français est la langue de 95% de la population. C'est la langue, même si on parle beaucoup de langues étrangères à Bruxelles,
Si vous ne parlez pas le français à Bruxelles, votre vie va tout de suite devenir très compliquée. Vous devrez rester dans un petit ghetto. Revenons sur Terre. À mon sens, il faut continuer à enseigner aux élèves étrangers un français standard qui se rapproche le plus possible du français parlé par la majorité des francophones. Autrement dit, la langue des régions situées, en gros, entre Bruxelles et les bords de la Loire. Donc ça, c'est le français standard. Le français qui n'a pas d'accent très particulier. Toutefois, il serait quand même anormal, à notre époque où l'on se déplace sans cesse et avec tant de facilité, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, la facilité et la rapidité des voyages que nous connaissons aujourd'hui, il serait anormal que ce français standard, ce français vraiment de base, occulte, dissimule entièrement les autres variétés. À mon avis, les professeurs de français langue étrangère devraient pouvoir avoir les compétences, les connaissances et le temps d'enrichir leur cours d'une certaine quantité d'informations sur les autres langues françaises, leurs variantes lexicales, les prononciations les plus remarquables. Cela supposerait en même temps qu'ils ajoutent au moins une petite introduction concernant la francophonie, un chapitre modeste mais indispensable. Je reconnais bien volontiers que les manuels de français langue étrangère d'aujourd'hui, les plus récents, signalent quelquefois dans un encadré ou dans une petite note de bas de page l'un ou l'autre particularisme français non standard. Mais là encore, il s'agit trop souvent de pointer du doigt ce qui passe, ce qui est considéré comme des curiosités étonnantes ou même un peu amusantes. Les remarques les plus sérieuses se bornent à montrer les différences entre les façons de compter, disons, les numérations belges, suisses et françaises. Les fameux 70 et 90 que l'on dit en Belgique, les 80 ou 80 que l'on utilise en Suisse. À signaler qu'en Belgique, on utilise la manière la plus compliquée des trois, parce qu'en Belgique, nous disons 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, c'est en Suisse, en fait, qu'ils sont les plus étymologiques. 60, 70, 80, 80, parfois 90, 100. Ou alors 60, 70, 80, 90, comme la majorité des francophones. J'applaudis, car ça n'a l'air de rien, mais être capable pour un élève qui apprend le français de s'y retrouver dans ces trois systèmes le tirera de bien des situations délicates. Et prenons maintenant, pour terminer, j'arrive au bout déjà, prenons quelques exemples vivants et vécus, réels, pas inventés pour la conférence. Quelques exemples vraiment des cas que je connais, que j'ai entendu raconter. Prenons par exemple un diplômé, un Roumain, un jeune Roumain, qui est sorti de chez vous, ou peut-être même d'une université, qui a fait du français longtemps, qui se débrouille très bien, et qui arrive à Bruxelles parce qu'il va faire un stage, où il a un emploi momentané, quelque chose à faire, dans une université, à l'université de Bruxelles, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Bon, notre jeune apprenant qui a appris le français, notre jeune francophone, notre jeune francisant, débarque après l'avion. Il a pris le petit train qui fait la navette avec le centre de la ville. Il débarque à la gare centrale, qui malgré son nom n'est pas la principale gare de Bruxelles, c'est la gare qui est au centre de la ville. Et là, on lui a écrit sur un papier, quand tu sors de la gare, tu sors et directement devant la sortie, il y a l'arrêt des autobus et tu dois prendre le bus qui porte le numéro 7-1. Je ne le dis pas exprès, 7-1. Notre jeune Roumain qui a appris le français, avec ce bus, peut se rendre directement au campus de l'université. C'est direct. S'il s'adresse à un passant en lui demandant où est exactement l'arrêt du bus 71, parce qu'il aura appris sans doute ça dans ses cours de français, eh bien, il va probablement n'obtenir aucune réponse. Le passant va passer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas poli,
parce qu'il n'aime pas les Roumains. Bon, évidemment, ce n'est pas écrit sur la figure du garçon ou de la fille que ce sont les Roumains. Donc, simplement parce qu'en entendant 71, simplement, le Belge, le Bruxellois, n'aura rien compris et va penser que c'est un étranger qui parle dans une autre langue. Il aura compris des bruits souvent, hein, et il n'a pas fait attention, ça ne lui dira rien. Ou alors, il va être aiguillé, dirigé sur une mauvaise piste. On va l'envoyer faire un autre arrêt, parce que le Bruxellois, en entendant 71, qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, jamais, aura probablement compris 61. Et il existe un bus 61, mais il ne passe pas là. Il passe dans une autre rue, et ce n'est pas le bus qu'il lui faut. Voilà. Je vous rassure tout de suite, hein, le fameux voyageur jeune francophone finira quand même par monter dans le bon bus, parce qu'à la longue, les gens l'auront compris, ou simplement il aura lu sur la plaque, il aura vu la réponse. Naturellement, hein, il ne va pas errer tout le restant de ses jours dans les rues de Bruxelles. Mais il est clair que s'il avait su à l'avance qu'en Belgique on emploie 70 et 90 et 80, comme je vous ai dit, ce qui fait du système à la belge le plus complexe des trois, il aurait évité tout malentendu, tout équivoque, toute perte de temps, et son intégration dans la vie locale n'en serait que plus rapide et plus facile. Ce qui est encore plus vrai si ces professeurs ont pris soin, ce qui n'est probablement pas le cas, de l'avertir que dans le français de Belgique, on utilise le verbe savoir à la place du verbe pouvoir, dans le sens d'avoir la possibilité de faire quelque chose. Par exemple, et c'est courant, moi pas, parce que je suis prof de français, mais la majorité des francophones belges n'utilisent le verbe pouvoir que dans le sens de avoir la permission, avoir le droit. Donc, si une mère, une maman ou des parents disent à leur fils ou à leur fille de 15 ans, tu peux sortir ce soir, hein, mais tu dois rentrer à 11 heures, tu peux sortir, c'est-à-dire je te donne la permission de sortir. Mais en Belgique, écoutez bien des exemples, si par exemple un collègue belge vous déclare qu'il ne sait pas venir chez vous, ne vous alarmez pas sur son état de santé mentale, hein. Ça signifie simplement qu'il n'est pas disponible, donc il n'a pas la possibilité à ce moment d'aller chez vous. Un Français dirait je ne peux pas aller chez toi parce que j'ai des invités, j'ai du travail. Un Belge va dire je ne sais pas aller chez toi. Alors ça ne veut pas dire qu'il est incapable, qu'il n'a pas de GPS dans la tête, par exemple. Ça veut dire simplement qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas la possibilité matérielle. Et si vous lui dites que vous ne pouvez pas aller avec lui au théâtre, par exemple ce soir, le Belge risque fort de s'imaginer que vous dépendez d'une autorité supérieure qui gouverne votre vie et qui décide de vos relations. Il ne va pas comprendre que vous ne pouvez pas aller au théâtre, ça veut dire que vous n'avez pas le temps, que vous êtes malade, ou quelque chose comme ça. Il va croire que vous n'avez pas la permission d'aller au théâtre, que vous avez encore une vieille maman qui vous dit tu ne peux pas aller au théâtre avec ce monsieur. Hein? C'est pas ça du tout. Donc, je vous assure que je vous donne un exemple vécu par moi. Moi, j'ai des amis, bien sûr, j'ai des amis belges en quantité, mais qui ne sont pas des professeurs de français. Et quand, par exemple, l'un d'entre eux me dit tu veux venir manger avec moi ce soir? Et je lui réponds non, ce soir, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc ça veut dire que je n'ai pas le temps, j'ai du travail, j'ai autre chose, j'ai un autre programme. Et lui me reprend, comme s'il me corrigeait. Ah, tu ne sais pas. Parce qu'il croit que moi, je fais une faute. Et si notre jeune, alors je continue maintenant, si notre jeune francisant, jeune francophone, après son expérience belge, il y a d'autres choses, mais je vous ai donné juste les exemples les plus remarquables. Si notre jeune francisant roumain, prenons toujours le cas du roumain, après son expérience belge, décide d'aller séjourner à Lausanne ou à Genève, donc en Suisse romande, mieux vaut pour lui qu'il sache déjà au moment d'arriver à l'hôtel, et ça, s'il est roumain, il le saura. Mon exemple est mauvais.
qu'un sèche-cheveux se dit en Suisse un fun, mais je crois qu'en Roumanie aussi. Donc là, je le savais. Donc, mais prenons donc, au lieu d'être un roumain, disons que c'est un portugais, pour qu'il sache qu'en Suisse, un sèche-cheveux, il sera écrit dans la chambre de l'hôtel que la chambre est équipée d'un fun. S'il ne connaît pas le mot, il va se dire qu'est-ce qui se passe ici, où il y a des phénomènes météorologiques particuliers. Et donc, mais il y a d'autres choses. Au restaurant, on va peut-être lui parler des services. Et les services, ce sont les couverts. La cuillère, la fourchette, le couteau. Et une bonne main en Suisse romande, c'est le mot que l'on emploie le plus souvent pour dire un pourboire. Alors s'il ne sait pas ce que c'est qu'une bonne main, effectivement, bon, il l'apprendra vite. Mais si on lui a déjà dit avant, si dans ses cours de français, lors d'une petite activité un peu plus amusante, on a fait ce genre de remarques, ben, s'il l'a retenu, ben, il aura déjà une facilité, il va gagner un peu de temps. Enfin, et on terminera par là, si les affaires de notre jeune francisant le font traverser l'Atlantique et qu'il arrive au Canada, la connaissance de quelques expressions courantes du cru, de l'endroit, vont lui faciliter grandement la vie quotidienne. Il saura que quand on lui dit d'aller magasiner, ça veut dire faire ses courses, faire ses achats. C'est le verbe que les Canadiens francophones ont formé à partir de ce que nous, en français, je trouve qu'il est scandaleux, du mot shopping. Hein, comme si on ne pouvait pas employer un mot français pour ça. Eux, au Canada, ils disent on va magasiner, on fait du magasinage, c'est-à-dire on va faire des magasins, on fait les courses, faire ses achats, faire ses emplettes. Mais c'est vraiment faire des magasins. On peut faire des magasins sans rien acheter. On peut pour aller voir les objets. Donc on va magasiner, on ne dit jamais faire du shopping. Un Québécois dirait mais pourquoi vous parlez anglais au milieu de votre phrase, d'un coup vous mettez un mot anglais, c'est pour une chose aussi banale, c'est curieux. Donc, par exemple, ça c'est la chose peut-être la première que l'on découvre. Un char, c'est une voiture. Tous les gens au Canada vous parleront toujours du char. Le char est garé est mal garé, mon char est en panne, et on dira jamais ma voiture. Au Canada français, dans les autres provinces, là ils utilisent le mot, ça fait un peu vieillot, le mot automobile. Ils ne disent jamais une auto, ils disent mon automobile. Mais au Québec, c'est mon char. Hein, on prononce comme ça avec un grand A ouvert, mon char. Et si vous entendez que quelqu'un a viré de bord, ça ne veut pas dire du tout qu'il a sur le bas, c'est une expression qui vient de la marine, mais virer de bord au Canada, français, au Québec, ça veut simplement dire retourner d'où on vient. J'ai viré de bord, ça veut dire je suis allé chez toi et je vais virer de bord, je vais retourner chez moi, je vais rentrer à la maison. Et quand un Québécois vous dit c'est pas pire, ça veut dire en réalité c'est très bien. C'est pas pire, c'est au moins il prend la chose à l'envers, c'est très bien. Ce n'est pas plus mauvais. Il faudra aussi que notre, et alors là ça va être la conclusion, il faudra aussi que notre francophone néophyte s'abstienne de déclarer à ses amis québécois, le jour où les amis vont l'inviter à souper, c'est-à-dire à manger le soir, China, à souper, comme on dit en Belgique aussi d'ailleurs, il faudra éviter de leur dire qu'il est venu sans ses gosses et que sa femme et lui ont confié les gosses à la gardienne. La gardienne, c'est la babysitter. Les Québécois n'emploient jamais ce mot anglais, ils disent la gardienne. Parce que si vous dites, si un homme, si une femme en plus dit qu'elle est venue sans ses gosses, là les gens vont être complètement bouleversés. Mais si un homme dit qu'il est venu sans ses gosses, eh bien qu'est-ce qui va se passer? D'abord la stupeur, et puis le fou rire. C'est garanti. Parce que les gosses, dans le français que l'on utilise au Québec, n'a rien à voir en français canadien avec les enfants. On ne dira jamais ça. On dira les enfants, les mômes, les petits, les gamins, mais jamais les gosses. Parce que les gosses, ce n'est pas les enfants,
mais c'est ce qui sert chez l'homme pour les fabriquer. Donc, c'est pour la conception des enfants. C'est ce qu'aux Antilles, d'ailleurs, on appelle les graines. Voilà. Je suppose que tout le monde a compris. Donc, effectivement, c'est une blague courante, ça revient tout le temps, parce que le français ou le belge, le francophone européen arrive à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières, n'importe, et on dit, oh, vous êtes tout seul, oui, j'ai laissé mes gosses chez ma femme. Alors, les gens sont un peu gênés, ou éclatent de rire, enfin, et le francophone européen reste très bête, parce qu'il ne voit absolument pas ce qu'il y a d'étrange, naturellement, jusqu'à ce qu'on lui explique, alors il devient tout con. Et donc l'idéal, en conclusion, dans un cours de français langue étrangère, à mon avis, c'est de suivre une méthode qui fournisse aux étudiants un bagage linguistique tel qu'ils puissent se faire comprendre et qu'il soit compris par la plus large partie de la société francophone normalement cultivée. Le bon usage, évidemment, est une valeur universelle qui reste l'ossature de l'apprentissage. Mais il serait toutefois très regrettable et même contre-productif que les étrangers qui apprennent le français se sentent mal à l'aise dès qu'ils s'éloignent un peu de la région parisienne. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, moi, ça s'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Et si, je sais que j'ai essayé de ne pas dépasser le temps, s'il reste quelques minutes, et si vous avez quelques questions, je suis tout prêt à y répondre. Des questions concernant ceci ou d'autres sujets, évidemment, d'autres choses. Voilà. Et je voulais donc dire, voilà, dernière petite conclusion, les professeurs de français auxquels j'ai déjà parlé de ceci m'ont dit, écoutez, vous avez raison, plus ou moins, c'est intéressant, mais en général, nous avons déjà si peu d'heures de temps pour enseigner les choses essentielles, importantes du français, que c'est assez difficile de trouver encore des minutes pour aller jusque-là, pour faire ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Il faudrait trouver quand même une heure. Une heure peut suffire hein, pour donner, par exemple, les choses que je viens de dire ici. En une heure, il est possible d'y arriver, tout à fait, parce que je l'ai fait en une demi-heure. Donc voilà. Et il existe des livres à côté de ça. Dans les manuels de français, on trouve un petit peu plus qu'avant, mais il existe des ouvrages sur Internet. Sur Internet, vous pouvez trouver, et ça peut être amusant même de faire comprendre, deviner telle expression, qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire, à votre avis, en français standard, ou dans votre langue maternelle, dans quel pays l'utilise-t-on? On peut faire des petits jeux comme ça de questions et réponses. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai... C'est toi qui veux ajouter quelque chose. Ah non. Je suis le... Oui. Ah, pardon. Alors, je n'ai pas de site en mémoire comme ça, mais voilà, si vous mettez par exemple français de la francophonie, ou même si vous cherchez francophonie déjà, vous allez avoir des dizaines de sites, et vous allez trouver dans plusieurs d'entre eux les diversités du français. Vous pouvez aussi aller sur le site, ça c'est vrai que c'est important, le site de la FIPF. Donc la FIPF, c'est la Fédération internationale des professeurs de français. Parce que je ne sais pas, peut-être 2 minutes là pour vous donner une idée de où vous vous situez. Vous faites partie de l'ARPF, l'Association roumaine des professeurs de français, qui elle-même fait partie d'une commission
Il s'appelle la Commission du France, des professeurs de français d'Europe centrale et orientale. La CEPO, Commission d'Europe centrale et orientale. Actuellement, c'est une Roumaine qui est présidente de cette commission. Donc là, vous avez la Russie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, etc. Tous les pays d'Europe centrale et orientale qui sont membres de la FIPF. Donc, sont dans la CEPO. Et les commissions, moi, mon pays, mon association de la Belgique francophone fait partie de la CFLM, Commission du français langue maternelle, avec la Suisse, la France, et le Canada et le Québec. Et il y en a d'autres, il y a la Commission du monde arabe, la Commission des pays d'Afrique, la Commission d'Amérique centrale et du Sud, etc. etc. Donc il y a je crois qu'il y a 8 commissions, et toutes ces commissions font la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, dont actuellement le président est un professeur Jean-Pierre Cuc, professeur qui enseigne à Nice, qui regroupe 85 000 membres à travers le monde et 150 associations dans tous les continents de la Terre entière. Si vous cherchez FIPF, vous allez avoir le site de la Fédération internationale des professeurs de français, et là vous allez trouver tout ce que vous voulez. Tous les renseignements, parce qu'il y a toute une série d'onglets, de chapitres, différents, et vous allez avoir langue française, concours, activités, énormément de choses. Mais vous pouvez aussi aller sur le site de la RPF, les sites. Oui, de la RPF, les deux sites. Oui, les deux sites. L'un d'eux, c'est le site européen. C'est toujours, on le retrouve toujours sur le site central de la RPF. Et l'autre, c'est l'ARPF Vilnius Festival. Ah oui, c'est le fait des festivals. Oui, tout à l'heure, il y avait le symbole, le petit logo sur l'écran. Oui. Mais, donc, si vous allez là, tous ces sites, vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut. Si vous avez un peu l'habitude de chercher un peu, naviguer, vous allez trouver vraiment toutes les réponses et même des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et alors, vous trouverez des ouvrages aussi, des titres d'auteurs et d'ouvrages que vous trouvez en librairie ou qu'on peut commander, mais déjà, je suis sûr que sur Internet, vous allez trouver des activités didactiques sur les Français de la francophonie, ce qu'on appelle les francophonismes maintenant. Et donc, vraiment, je crois que il y a, avec Internet, sans bouger de chez vous ou de votre école, vous ne devez même plus faire des frais et acheter trop de livres. Mais il en existe aussi. J'en ai un chez moi, je ne sais pas s'il est encore édité maintenant, les 100 mots de la francophonie, où on trouve donc des expressions comme ça, surtout un peu amusantes à travers les différents pays francophones. Les 100 mots de la francophonie. Des enregistrements, des accents, des différents livres pour les journées de la francophonie. Ah ben voilà. Ça c'est une chose parce que absolument. Avant les mots, avant les expressions, être un peu familiarisé avec les différents accents. Et vous pouvez même, si vous avez capter ça dans votre école, ou enregistrer, par exemple, les différents journaux, les différents journaux d'information de TV5 Monde, oui, de TV5, vous pouvez essayer vous avez le journal. Évidemment, ils n'ont pas trop d'accent, les présentateurs, mais s'ils font des interviews, des enquêtes dans la rue, vous avez les accents qui apparaissent. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je vous ai dit ici, malheureusement, je n'ai plus que trois petites
cartes de visite, c'est pas des cartes de visite, des cartes postales, on les appelle. C'est avec tout ce qui concerne les informations sur notre site de la BPF, donc je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a quelques petites présentations. Je n'en ai que 3, mais c'est exactement l'illustration qui se trouve sur le site, sur Internet. Donc, mais oui, voilà. Je vous remercie de votre intérêt, votre attention. J'espère avoir apporté un peu d'eau au moulin de la francophonie. Da, le voi multiplica pentru cine dorește, le multiplic imediat acum. Mergem jos și le multiplic. Vă mulțumesc frumos pentru prezentarea de astăzi. Și cei prezenți vor primi câte o diplomă ca să ateste faptul că au participat la această conferință. Astăzi nu, dar de luni încolo le puteți ridica oricând de la mine. Am să le trimit pe Roman atunci când va fi lansarea ofertei, în perioada 15-20. Da, pe Roman. Pe Târgu Neamț pot să fac la fel dacă doriți. Dacă nu veniți, e mai bine? E mai bine aici. Și e mai sigur și pe Roman să le luați de la mine? Să trimit lansarea ofertei și trimiteți noastră sau veniți atunci când se face lansarea? Va fi la birou Cosmin, cred. Așa că miercuri. Miercuri pe 17. Lansarea de ofertă a cursurilor care se considerează. Da, aici avem și site-ul proiectului nostru. Iar în campusul care este deschis publicului deocamdată, campusul 3, se poate intra cu username și cu parola guest. Asta ca să vă faceți deci la user și la parolă scrieți așa, viewul ST, guest, și puteți avea acces acolo. Asta ca să vă puteți face o idee despre tipologia de cursuri pe care noi vă propunem și totodată chiar puteți să o considerați ca o invitație pentru că aceste cursuri vor figura în oferta din acest an, după acest an, la Casa Grupului Didactic Neamț. Sunt cursuri adresate adulților și nu numai, dumneavoastră sunteți profesori de limba franceză, dar sunt și cursuri de engleză și cursuri de limbă spaniolă. Și vom avea certificate de nivel A1, A2 și intermediar A2 de 1 în aceste limbi. Cursurile se vor desfășura atât cu profesorul clasei de CCD, cât și online, dar se pune accent foarte mult pe folosirea acestei platforme. Pentru că acolo profesorii, veți regăsi profesorii care au realizat aceste cursuri prin intermediul vocilor, ori prin intermediul elementelor multimedia pe care le-au pus acolo, tocmai pentru a se putea substitui cumva prezența lor și pentru a vă permite o învățare independentă și la domiciliu, având în vedere că toată lumea are problema aceasta a crizei de timp și, în fine, este o modalitate pe care noi o propunem pentru obținerea mai ușoară a acestor certificate de timp. Și o modalitate de învățare mai eficientă. Cursurile sunt propuse spre acreditare, primele grupe, evident, fiind prin proiect, vor fi gratuit. Deci acesta, faptul că sunt gratuit, iarăși o șansă din care vă mulțumim pentru prezență. Dacă vreți să mai rămâneți, mai stăm de vorbă pe alte subiecte, voi vă stăm la dispoziție.